Le milieu des affaires a toujours fait preuve de résilience. Il a la capacité de s'adapter, d'innover et de se réinventer. C'est un terreau fertile, riche en possibilités, un écosystème visionnaire, habité par d'audacieuses ambitions en quête des plus hauts sommets. Il crée des ponts, bâtit des relations. Le milieu des affaires reconnaît l'importance du savoir et de l'inventivité. Il se préoccupe de la société et de nos enjeux collectifs. Le milieu des affaires, c'est un organe vital de notre tissu social et économique. Le milieu des affaires, c'est nous tous. Ensemble, posons un regard éclairé sur la situation. Prenons la pleine mesure du défi qui se présente à nous. Partageons notre savoir-faire. Alimentons la réflexion. Saisissons l'occasion et repérons les actions qui nous permettront de créer de la richesse en visant une économie forte, innovante, verte et inclusive. Ensemble, soutenons les secteurs stratégiques de la métropole. Engageons-nous pour l'économie du Grand Montréal.
Bon midi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour plusieurs d'entre vous, c'est la poursuite, c'est la continuité du mouvement Relançons Montréal. Pour certains, c'est peut-être la première fois. Vous vous souviendrez, dès la fin de l'été dernier, durant l'automne, on s'était tous dit, il faut qu'on se prépare pour la relance. Et déjà à cette époque-là, des gens nous questionnaient, comment ça vous parlez de relance alors qu'on était même au départ, même avant la deuxième vague. Et encore aujourd'hui, des gens me disent, Michel, il y a possiblement une troisième vague, les variants, on voit beaucoup de brouillard à l'avant, on voit dans le brouillard. Mais le point depuis le début, c'est de se dire, cette relance-là, pour qu'on la réussisse, il faut d'abord qu'on puisse poser les constats. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une immense asymétrie dans l'économie présentement. Et on s'était dit, on va regarder les secteurs individuellement, on va essayer d'identifier d'abord l'état de situation, des enjeux, des actions qu'on devrait poser et éventuellement, à travers ce mouvement-là, contribuer à une mobilisation pour que ces actions-là voient le jour. C'est clair, l'agroalimentaire, et on l'a vu ces jours-ci parce qu'on commence à poser des bilans, l'agroalimentaire a eu une trajectoire particulière durant cette pandémie. Je regardais et ça m'intriguait, là. Les gens disaient c'est un secteur qui était extrêmement robuste. Rappelons-nous, au début, là, quand l'économie du Québec se met au ralenti, les chiffres que j'ai, ça dit que dans les premiers mois de la pandémie, là, on n'a pas connu une baisse marquée. Et en février, aujourd'hui, on se retrouve à un niveau très élevé d'activité dans ce secteur-là. Donc, à l'exemple de d'autres secteurs dont on a parlé ici dans le cadre du mouvement Relançons Montréal, que ce soit les technologies de l'information, ça tombe sous le sens, mais même le secteur financier, la construction, évidemment. Il y a beaucoup de secteurs qui font face à des défis qui leur sont propres. Pénurie de main-d'œuvre, dans bien des cas, on va en parler. D'autres enjeux qui peuvent être comment est-ce que je fais des pivots de mes entreprises, même si ça va très bien parce que l'univers a changé, le contexte a changé. Et dans le cas de l'agroalimentaire, et on va en parler, on a pris conscience à la fois des enjeux peut-être d'achat local, d'approvisionnement local. On a parlé d'autonomie alimentaire, d'autonomie agroalimentaire. Donc, ce sont toutes des thématiques qui ont émergé durant la pandémie. Dans bien des cas, les experts, les initiés nous diront, Michel, on y réfléchissait avant. Mais c'est clair que des pandémies, ça cristallise l'attention sur ces enjeux-là. Donc, aujourd'hui, on va en parler entre nous et on va commencer par un état des lieux. Et j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous présenter nos panélistes et de les remercier, mais je vais commencer en cédant la parole à deux personnes qui ont accepté de venir nous parler de l'état des lieux. D'abord, Kathleen Saint-Pierre, qui est associée capital humain, leader du secteur commerce de détail et de distribution Québec et région de la capitale nationale, c'est Deloitte. Et pour ceux qui veulent que je révèle toujours tout, on a déjà été collègues dans le passé. Donc, si vous trouvez que je trouve qu'elle fait bien ça, évidemment, c'est parce que je la connais puis je trouve qu'elle est très bonne. Et il y a Gabriel Gervais avec elle qui est associé stratégie de la chaîne d'approvisionnement chez Deloitte. Lui et moi, on n'a pas travaillé ensemble, mais je suis certain qu'il va faire bien ça aussi. Donc, je leur cède la parole. Il nous faut un état des lieux et après, on a cette discussion en panel. À tout de suite. Kathleen et Gabriel, à vous. Merci Michel, un plaisir de te revoir également. Je salue également tous les panélistes présents aujourd'hui avec nous et bonjour à vous tous et vous toutes. Mon collègue Gabriel et moi sommes enchantés d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous présenter en quelques minutes notre perspective sur l'état des lieux dans le secteur agroalimentaire. Depuis plusieurs années déjà, notre firme collabore activement avec plusieurs entreprises dans le secteur agroalimentaire au Québec, dans la grande région de Montréal également. Nous pouvons constater que Montréal est le premier centre de transformation alimentaire en plus de représenter un pôle logistique majeur. La région habite un écosystème très riche qui permet de constamment d'innover, d'apporter aux entreprises et aux consommateurs des services et des produits très diversifiés comme nous les connaissons. Sans surprise, cet écosystème a été grandement affecté par la pandémie COVID-19 et l'ensemble de la chaîne de valeur a subi ses impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs. De la main-d'œuvre à la chaîne d'approvisionnement en entreprise, en passant par les changements dans les habitudes de consommation, nous pourrions dire qu'il y a peu d'endroits qui a vraiment eu aucun changement dans l'écosystème. Donc, après un an, il est très évident que la pandémie a joué un rôle majeur comme accélérateur de la transformation du secteur agroalimentaire. Étant donné l'importance du secteur dans la grande région de Montréal, les joueurs doivent prendre le virage rapidement, adhérer aux grandes tendances qui forgeront l'avenir du secteur, bien évidemment. Parlant de grandes tendances, prenons quelques minutes pour comprendre ces tendances du point de vue consommateur ainsi que du point de vue de l'entreprise qui œuvre dans le secteur.
Et débutons par le point de vue ou les tendances consommateurs. Premièrement, les consommateurs recherchent de plus en plus des options alimentaires locales et écologiques pour soutenir leur mode de vie sain. Entre autres, l'importance accordée à la traçabilité des aliments est considérée comme un facteur de plus en plus important, on en parle de plus en plus, dans le choix d'achat d'un produit, particulièrement d'un produit frais. Les consommateurs ont également une meilleure compréhension de la relation entre ce qu'ils mangent, la façon dont cela a été produit, leur santé et l'environnement, l'impact sur l'environnement. De plus, ils exigent que les entreprises respectent les valeurs ou leurs valeurs. Les gens sont beaucoup plus conscients de leur santé et ajustent leur consommation en conséquence. La pandémie a aussi accru l'urgence de prendre soin de sa santé et avoir un système immunitaire fort n'a jamais été aussi crucial comme nous le savons aujourd'hui. Nous voyons également que la consommation domestique est en hausse depuis le début de la pandémie, alors que l'on veut éviter en partie aller fréquemment à l'épicerie, par exemple, ouvrant la porte à la vente en ligne, et l'arrivée de nouveaux joueurs prenant avantage des plus récentes technologies. Donc, c'est un point très important. Une autre tendance qui est bien présente est celle des faibles coûts de substitution et une diversité des choix pour le consommateur qui est encore plus grande que jamais. Cela engendre pour les entreprises des difficultés accrues et de plus en plus coûteuses de différenciation des marques. Il faut être hautement créatif pour se faire remarquer plus qu'une fois pour un achat à des secteurs précis. Et ça a développé, bien entendu, un certain nombre d'éléments ou, on pourrait dire, de secteurs. Par exemple, le marché de la protéine alternative connaît un niveau sans précédent de croissance par la pandémie, avec un taux de croissance annuel projeté de 6 à 10 sur 5 ans, ce qui est vraiment très, très bon. Les produits commercialisés également, comme durables, connaissent une croissance environ 5,6 fois plus rapidement que ceux qui ne le sont pas. 73 des milléniaux sont prêts à payer plus cher pour des produits issus d'une production durable. Donc, la certification des produits et les nouvelles technologies qui permettent le suivi, la traçabilité, comme j'expliquais tout à l'heure, de la chaîne de valeur sont de plus en plus importants. Il y a une augmentation également de la personnalisation de l'expérience alimentaire des consommateurs, ce qui demande plus de transparence sur les méthodes de production pour faire progresser les résultats en matière de santé individuelle et publique. La nutrition adaptée, selon les besoins, continuera de prendre en importance également. Et finalement, notre chaîne d'approvisionnement alimentaire est un système hautement efficace, mais devra nourrir une population mondiale d'environ 10 milliards de personnes d'ici 2050, ce qui signifie qu'il faudra augmenter l'offre alimentaire de 50 %. Cela représente un défi de taille devant nous. Alors, je pourrais bien vous donner d'autres statistiques, mais seulement ces quelques-unes ici nous démontrent vraiment l'importance de pouvoir jeter un regard vers l'avenir pour le secteur agroalimentaire. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Gabriel pour vous présenter une autre facette des changements du secteur agroalimentaire. Gabriel. Merci beaucoup, Kathleen. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous parler des impacts des tendances des consommateurs sous les entreprises en agroalimentaire. Tout d'abord, à gauche, quelques éléments liés à l'écosystème et à la chaîne d'approvisionnement. Il y a vraiment une gestion complexe des attentes à travers l'écosystème des entreprises en agroalimentaire, que ce soit les producteurs, les transformateurs, les fournisseurs, les distributeurs et autres partenaires, et bien sûr avec le consommateur au cœur de l'écosystème, mettant une pression énorme à combler les besoins. Un exemple que ma collègue Kathleen a soulevé, c'est la vente en ligne. Donc, avec la vente en ligne, les consommateurs s'attendent à un inventaire ou une allée infinie de produits qui peut être livré en dedans de 24 heures ou même certaines fois en quelques heures. Donc, cela met beaucoup de pression dans tout le système. De plus, il y a une accélération du rythme des changements au commerce mondial qui demande une flexibilité accrue des chaînes d'approvisionnement. Quand on parle de changement au commerce mondial, on veut dire des tensions géopolitiques, on peut parler de tarifs, on peut parler d'entente de libre-échange. Donc, ça force vraiment les entreprises à innover, à investiguer des nouveaux marchés, des nouveaux produits. Il faut qu'ils s'appuient sur une chaîne d'approvisionnement qui est très flexible et robuste. Et qui dit chaîne d'approvisionnement flexible et robuste, dit forcément vraiment une hausse dans le coût de sécurisation de la chaîne d'approvisionnement. Donc, quand on parle de sécurité dans la chaîne d'approvisionnement, on parle vraiment d'un point de vue de choisir des partenaires qui sont fiables, qui offrent de la qualité
qui offrent un haut niveau de service, qui ont de la santé financière, qui moralement, socialement sont commis, côté environnemental également, car les partenaires des entreprises, c'est vraiment une extension d'elles-mêmes, donc la réputation est vraiment en jeu. Et quand on parle également de côté de sécurisation, le coût de sécurisation de la chaîne d'approvisionnement, on doit parler de cybersécurité également. Maintenant, quelques éléments liés plus au côté réglementaire et à l'environnement. Donc, avec les pressions réglementaires de plus en plus présentes pour le secteur alimentaire, car on le sait, les pays cherchent à gérer leurs engagements en matière de gaz à effet de serre. Donc, les entreprises doivent collaborer, s'adapter et développer les approches d'atténuation telles que le commerce du carbone. Aussi, il y a un développement de pratiques responsables de production et de gestion des déchets, grâce, par exemple, à les principes d'économie circulaire, qui sont absolument nécessaires pour répondre aux besoins des consommateurs, ainsi que réduire considérablement l'impact environnemental de l'alimentation. Car on sait, à la base, ce sont les ressources naturelles qui sont vraiment le moteur de la production. Finalement, il y a vraiment un besoin d'offrir plus de transparence sur les méthodes de production pour faire progresser les résultats en matière de santé individuelle et publique. Ma collègue Kathleen l'a mentionné, la nutrition personnalisée et saine offre vraiment d'immenses possibilités à ce niveau. Et aussi, il existe un impératif pour la traçabilité des produits et pour la sécurité alimentaire. Donc, pour faire face à ces nouvelles tendances des consommateurs, aux impacts qui en découlent, les technologies 4.0 peuvent servir et serviront d'accélérateur vers un écosystème collaboratif, un avenir durable et aussi un environnement intégré à travers la chaîne où est-ce qu'il y a la transparence, la qualité et la traçabilité seront mis de l'avant. Et justement, si on parle du virage 4.0 et des technologies 4.0, donc la définition des technologies 4.0, c'est vraiment une fusion des aspects physiques et numériques en utilisant une combinaison de technologies novatrices. Ici, on vous partage certains exemples de technologies qui sont prédominantes en alimentation. Donc, on parle ici de Internet des objets, l'intelligence artificielle, les capteurs pour venir saisir l'information. Il y a les systèmes de positionnement, ou connus sous GPS. Il y a les solutions infonuagiques et vraiment la puissance et l'analytique des données massives qui augmentent de façon exponentielle d'année en année. Il y a les drones intelligents et autonomes. Il y a la robotique et la réalité virtuelle et augmentée, ainsi que la chaîne de blocs. Donc, toutes ces technologies ont un impact considérable à travers la chaîne de valeur, que ce soit la production, la distribution et la consommation. On va vous partager certains exemples. Tout d'abord, en production, il y a le côté de l'agriculture et l'élevage prédictif qu'on peut mettre en place. Il y a la récolte intelligente via la robotisation et les drones intelligents. Il y a les usines intelligentes entre les quatre murs des producteurs et des transformateurs, qu'on parle ici de mettre en place des capteurs pour accumuler l'information, pour augmenter le rendement des lignes de production, ou bien mettre en place des concepts de maintenance prédictive pour empêcher justement l'arrêt des lignes de production. Il y a la planification d'entreprises intégrée et dynamique, c'est-à-dire être en mesure de rapidement réagir s'il y a une faille à travers la chaîne, manque de matières premières, par exemple. Il y a aussi le contrôle de qualité proactif, être en mesure vraiment de pointer le lot, d'être en mesure de faire des rappels au bon moment pour donner la confiance aux consommateurs et aussi pour minimiser les pertes. Et on a la notion du jumeau numérique, c'est-à-dire d'avoir une copie numérique et digitale des opérations pour justement être en mesure de faire des scénarios en cas de bris dans la chaîne. Ensuite, on a le côté distribution. C'est tout le suivi numérique et donné sur la chaîne d'approvisionnement. Pardon. C'est-à-dire d'avoir la tour de contrôle de tous les mouvements en temps réel. Il y a le côté d'optimisation des prix également, voir comment les promotions alimentaires et voir si les prix amènent les bonnes marges. Et il y a le suivi en temps réel pendant le transport. Vous pouvez imaginer, c'est une livraison de transport qui est surveillée avec des capteurs de température. Et si la température n'est pas respectée à l'intérieur du camion, on peut arrêter cette livraison. Donc, assurer la qualité du quai jusqu'au client. Et finalement, au point de vue de la consommation, il y a toute la notion de conseil personnalisé en nutrition, des appareils intelligents de cuisson à la maison,
la numérisation intelligente des aliments pour vraiment connaître l'ADN ou le fil numérique des aliments, et finalement, la commande de nourriture intelligente ou prédictive. Ici, on vous partage certains exemples qu'on voit déjà se matérialiser dans le marché. Et finalement, pour conclure, l'avenir du secteur agroalimentaire peut être défini à travers les grands 4 piliers que vous voyez là. Donc, la nutrition personnalisée avec l'emphase sur un mode de vie sain, la production responsable et également la gestion des déchets. Il y a toute la notion d'écosystème collaboratif entre tous les intervenants de l'écosystème. Et finalement, on vient d'en parler, le côté Industrie 4.0 pour pousser un secteur agroalimentaire numérique. Maintenant, je vais retourner la parole à Michel Leblanc. Merci beaucoup, Kathleen et Gabriel. C'était très, très instructif. Je trouvais que c'était aussi très concret. On voyait très bien ce que vous présentiez comme à la fois les opportunités et peut-être les défis à relever. Là, maintenant, je suis très heureux d'avoir un panel avec nous qui va nous amener à discuter un peu plus dans le détail de ce qu'on vient d'avoir comme information. On a avec nous Muriel Dubois, qui est la première vice-présidente du conseil d'administration Solio Groupe Coopératif et productrice Grande Culture. On a en ligne avec nous Joanne Héroux, qui est directrice principale affaires corporatives et communications des compagnies Loblaws Limitées. Martin Lavoie, qui est ici. Bonjour Martin, président directeur général du groupe Export agroalimentaire. Jacques Nantel, bien connu, qui est avec nous, professeur émérite des HEC de Montréal. Et Jean-Philippe Vermette, qui est directeur intervention et politique publique du laboratoire sur l'agriculture urbaine et président du conseil de la centrale agricole. Bonjour à vous tous. Joanne, je sais que tu es en ligne, mais si tu me permettras de faire un clin d'œil à ceux qui sont ici, qu'est-ce que j'aime ça, voir les gens en présence. Il me semble que ça nous manque tous. On va commencer, puis je voudrais qu'on regarde un petit peu quand même derrière nous. Je vais poser la première question à Muriel. On vient de vivre une pandémie et l'impression qu'on a, c'est que du point de vue de la production, en tout cas, tout a tenu le coup au Québec, tout a tenu le coup dans nos producteurs. À quoi on peut attribuer cette robustesse qui a traversé les premières étapes et qui s'est établie durant l'année, à mon avis, d'une façon exemplaire? Je vous dirais que chez nous, pour nous, c'est le modèle coopératif, sa résilience, c'est d'être capable de s'adapter puis de s'assurer, tant pour nos producteurs que pour nos consommateurs, qu'il n'y ait pas de bris dans la chaîne d'approvisionnement. Vous pouvez vous imaginer, c'est arrivé au printemps, il y a une saison pour semer au Québec, c'est le printemps, donc il ne fallait pas qu'il manque d'éléments pour approvisionner les producteurs, pour qu'ils puissent s'assurer d'être capables de semer puis de récolter éventuellement à l'automne. Donc, il y avait ça. Tout ce qui est production animale, il ne peut pas avoir de bris dans cette chaîne-là parce que les producteurs doivent nourrir leurs animaux. Il ne pouvait pas avoir non plus d'arrêt de production dans nos usines de transformation. Donc, je vous dirais, c'est la résilience, être capable de s'adapter, avoir des plans de contingence des gens qui travaillent très fort pour s'assurer que, justement, il n'y ait pas de bris dans la chaîne, toute la chaîne de production, juste de la terre jusqu'à la table au consommateur. En tout cas, moi, je peux vous dire, comme économiste, on m'aurait dit qu'on met l'économie en arrêt pendant quelques mois et que ça va bien aller. Là, j'aurais eu de la difficulté à le croire. Et j'en tire comme leçon, par ailleurs, dans le milieu agricole, à quel point c'est rassurant pour l'humanité, pour les Québécois, là, ça a tenu le coup. Et c'était imprévu, c'était majeur. Et comme vous le dites, on n'avait pas le loisir de rater une saison des semis. On l'a vu dans l'histoire, c'est arrivé dans le passé, dans l'histoire de l'humanité, que ça crée des famines. Je ne dis pas qu'on a risqué la famine, mais quelque part, ça a été exemplaire. Et j'aimerais ça, Joanne, poursuivre en vous disant, moi, là, j'ai vu des étagères vides de papier de toilette. J'ai l'impression qu'on s'est créé une pénurie pour le plaisir de tester, ça aurait l'air de quoi. Mais dans les faits, toute la distribution elle-même vers le consommateur a tenu le coup aussi. On a vu ici et là, un petit peu, c'était aéré parfois, mais on n'a jamais vécu de pénurie. On se rappelle tous des images de l'URSS d'il y a 30 ans. On n'est même pas passé proche de voir un seul magasin qui avait cette réalité-là. Comment vous estimez encore une fois les raisons qui font que ça a tenu le coup à ce point-là durant toute cette période? Je pense qu'on peut effectivement lever notre chapeau à l'ensemble des producteurs à travers la province et des transformateurs qui ont réussi à s'ajuster, à s'adapter
parce qu'on a à peine ressenti des effets, à part effectivement pour le fameux papier de toilette, mais quand on parle d'alimentation, on n'en a pas eu de pénurie. Peut-être une journée ou deux des retards dans des arrivages de poulets parce qu'il y avait eu une éclosion, par exemple, dans une usine de transformation, mais c'est tout. L'approvisionnement se faisait quand même de façon assez fluide. C'est vraiment remarquable la façon dont les producteurs et les transformateurs ont pu assurer la chaîne d'approvisionnement, effectivement, depuis le champ jusqu'à la table des consommateurs. C'est vraiment remarquable. Et peut-être toujours en regardant en arrière, puis je vais me tourner vers Martin. Une partie de notre industrie agroalimentaire ici, c'est pour nous approvisionner nous-mêmes. Une bonne partie vise les marchés à l'exportation. Et durant la pandémie, on s'est posé la question, là, comment va se passer la fluidité vers le Québec, mais la fluidité aussi du Québec vers l'extérieur. Comment ça s'est passé du point de vue des exportations dans le domaine agroalimentaire? Bien, il y a eu au départ beaucoup d'ajustements en production, mais je pense que la continuité vers les exportations, ça s'est très bien passé. On a les résultats des exportations pour le Québec pour la dernière année, puis c'est une hausse de 11 %, ce qui est quand même considérable dans le contexte actuel. C'est certain que dans des contextes de pandémie, plus les produits se rapprochent de la commodité, plus c'est facile d'avoir accès à d'autres marchés avec les situations changeantes. Donc, il y a des fortes hausses dans le secteur du soya, les exportations de porc vers la Chine, entre autres, là, contribuent grandement à ces résultats positifs-là. Mais moi, je dirais que la force des exportateurs au Québec a aussi aidé à passer à travers la pandémie, donc s'ajuster sur les marchés. Il y a des entreprises qui ont perdu soudainement, qui étaient concentrées, par exemple, dans la vente en restauration et qui ont soudainement perdu leur marché, qui ont dû se tourner vers soit les marchés d'exportation, vers les marchés locaux. Donc, ça permet, je pense que ça nous a vraiment permis de passer à travers la crise. Puis, l'accent a beaucoup été mis là, sur l'achat local et ça, c'est parfait. Puis on encourage que les entreprises d'ici soient solides. Mais je pense que la diversification des portfolios de vente avec, entre autres, l'exportation, avec les ventes au détail en restauration, ça a permis à plusieurs entreprises de passer au travers parce qu'il y en a qui étaient en mode croissance et d'autres qui ont du jour au lendemain perdu une grande partie de leur carnet de vente. C'est intéressant. Je trouve qu'il y a un lien avec ce que je disais avant. Ce qui m'a frappé, c'est la robustesse de nos secteurs, autant chez la production, la transformation que la distribution. Et là, ce qu'on amène aussi, c'est l'agilité. Il fallait que les systèmes tiennent, mais il fallait qu'on s'ajuste en temps réel avec des décisions qui étaient nécessaires. Peut-être, Jean-Philippe, nous parler un peu, dans cette pandémie, on a parlé d'achat local et on a vu une grande prise de conscience des possibilités locales. Et moi, je suis toujours curieux sur la question de l'agriculture urbaine. Là. J'ai mon âge, j'ai mon côté conservateur, puis je me dis, il me semble que ça se passe en campagne, ces choses-là. Et on m'explique régulièrement que, Michel, il y a d'énormes possibilités en ville et ça évolue. Alors, peut-être, dans la pandémie, comment ça s'est vécu, ce concept d'agriculture urbaine, puis comment ça a évolué? Oui, dans le fond, Kathleen et Gabriel en ont parlé tantôt. Là, traçabilité, agriculture locale, agriculture durable, économie circulaire, c'est tous des thèmes qui sont intégrés de forte manière par l'agriculture urbaine. À Montréal, on était déjà, avant la pandémie, un chef de file. Première serre commerciale sur toi au monde, plus grande serre sur toi au monde, première épicerie là, IGA du chemin à avoir un jardin sur son toit. C'est-à-dire, on voit que la plantule était déjà en train de pousser, puis que ça l'a juste accéléré là, pendant la pandémie, tout ce développement-là d'une nouvelle agriculture. On voit de plus en plus les gens sont en ville. Si on veut une relève agricole, on en parlait un peu avant, qui va aller cultiver nos champs demain, peut-être cette relève agricole-là se ramasse en ville aujourd'hui. Puis possiblement aussi, il y a un pourcentage de notre production qui peut se faire en ville. On parlait de la protéine alternative. On n'en est pas là aujourd'hui. Vous dites que vous êtes conservateur, la protéine d'insectes. Je ne sais pas si vous êtes rendu là, mais c'est des trucs sur lesquels que, l'agriculture urbaine pose un regard et agit. Puis on voit que la pandémie a aidé son développement. J'ai l'esprit ouvert, de la protéine d'insectes, n'importe quand. Je ferai ça avec plaisir. Excellent. Et j'ai mon amie Véronique qui fait des vignes sur les toits au centre-ville et qui me parle de la possibilité de faire du vin. Alors, on s'ouvre l'esprit.
Jacques Nantel, j'aime bien là, on va regarder vers l'avenir. Mm-hmm. La pandémie, on l'a vu tout à l'heure, nous a fait réaliser certaines choses, a peut-être accéléré certaines prises de décision. Comment on doit voir l'avenir dans les prochains mois, prochaines années, en regardant là, les prises de conscience qu'on a faites durant cette pandémie? C'est une excellente question, Michel. En fait, il n'y a personne qui souhaite avoir une autre pandémie. Personne ne souhaite avoir cette pandémie. Mais s'il y a une chose que cette pandémie nous a apprise, c'est qu'on est capable et on a été capable d'accélérer beaucoup de choses. En fait, au cours de la dernière année, là, on a probablement accéléré beaucoup de choses qui étaient pour arriver sur 5 ou 10 ans. Celle la plus évidente, là, évidemment, que l'on a tous vécu, c'est le commerce électronique. Moi, je regarde des chiffres, toutes les prédictions de commerce électronique depuis 1998. Généralement, nos prédictions sont assez justes, pas uniquement les nôtres, mais bon, celles de grands groupes. Là, en un an, on a littéralement propulsé le commerce électronique de 5 ans. On est au moment où on se parle, là où on aurait été dans 5 ans. Et on s'en doute bien, dans tous les secteurs, incluant, soit dit en passant, le secteur agroalimentaire, parce que c'était le dernier. C'était le dernier vraiment à rentrer de plein pied, mais c'était celui que l'on attendait. Et on a vu effectivement les consommateurs utiliser le commerce électronique. Puis aujourd'hui, c'est clair qu'on ne remettra pas le dentifrice dans le tube. Beaucoup de consommateurs ont trouvé que c'était plutôt fonctionnel, même en produits alimentaires, souvent pour des produits locaux. Et puis, on découvre qu'on est capable de faire venir des produits locaux des régions vers, par exemple, Montréal, et que ça fonctionne bien. Mais ce n'est pas le seul endroit où on a fait cette découverte-là. On s'est rendu compte, entre autres, que les consommateurs voulant davantage de produits locaux, il y avait moyen, comme on vient de le mentionner, de faire ces productions-là en région urbaine. Et là, ça devient intéressant parce que ça a un impact sur les chaînes d'approvisionnement par la suite. C'est sûr que si vous avez une ferme urbaine, par exemple, une production en verticale ou en serre, qui est juste à côté du centre d'approvisionnement de l'Oblast, Métro ou Sobeys, là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Non seulement assez intéressant, mais extrêmement efficace. Et là, on découvre que, oui, mais c'est ça vers quoi on s'en allait. Mais tout ça, c'est accéléré, c'est télescopé. Et la beauté de la chose, c'est qu'on se rend compte que ça marche. C'est fonctionnel. Et je pense qu'on va sortir de cette pandémie dans beaucoup de secteurs, tu l'as mentionné au début, mais entre autres dans le secteur agroalimentaire, plus intelligent, mieux informé et surtout beaucoup plus productif qu'on ne l'était avant. Très, très, très intéressant. Peut-être toujours dans cette logique là, comme Jacques vient de le dire, de regarder vers l'avant. Muriel, le milieu agroalimentaire, ce n'est pas nouveau, l'automatisation. Là. J'ai l'impression que depuis que je suis né, moi, il y a des nouvelles machines, autant dans les champs que dans les usines, que tout le long de la chaîne. Et là arrive cette espèce de transformation numérique qui vient changer les choses. Est-ce que c'est la poursuite de ce qu'on avait avant, qui est dans le fond un mouvement vers plus d'efficacité, ou est-ce qu'il y a des changements plus structurels que la transformation numérique va amener dans toute cette chaîne de production et de transformation? Bien, je pense que oui, parce que la numérisation, ça va permettre d'avoir accès à des données. Les données, ça va permettre aux producteurs, aux transformateurs de pouvoir prendre des meilleures décisions. On prend juste l'exemple, mettons, de ce qu'on chez nous, on appelle la ferme intelligente. On est capable d'adapter après ça la prise de données. À partir de la prise de données, d'adapter les moyens à prendre pour résoudre une problématique. Donc, c'est d'arriver à utiliser moins d'intrants, moins de pesticides, mettre le bon produit au bon moment, au bon endroit, avec le bon dosage. Ça va permettre ça. Ça va permettre aux producteurs d'analyser l'ensemble des données de leur ferme pour pouvoir prendre des décisions plus rapides, pour pouvoir faire évoluer. Je pense que c'est l'évolution de l'agriculture. On peut se rappeler, il y a 60-70 ans, l'arrivée des tracteurs. Aujourd'hui, c'est le numérique, c'est la robotisation, c'est les drones, c'est l'Internet des objets. Je pense que ça, c'est l'étape après qui va permettre d'augmenter la productivité. Puis c'est exponentiel, les opportunités qu'il y a par rapport à ça. Là. Fait que oui, c'est très intéressant, mais ça ne remplacera jamais une partie du capital humain parce qu'on peut bien ramasser un paquet de données. Si on n'est pas capable de les analyser, ça prend quelqu'un qui va être capable d'analyser ça. Puis en usine, on peut bien robotiser puis automatiser, mais il y a encore des jobs qui vont devoir être manuels dans certaines manufactures, dans certaines usines de transformation. Fait qu'il ne faudra jamais oublier qu'il y a une importance quand même au capital humain, au métier de première ligne.
Mais oui, le numérique, puis tout ça, c'est très, très important pour l'avenir de l'agriculture. Je pense que c'est un message qu'on a entendu tout le long de Relançons Montréal et c'est à travers cette numérisation, c'est la donnée. Puis comment la donnée, les gens me disaient, non seulement on sait que ça va changer les choses, mais il y a des choses qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et que la donnée va nous amener des constats, va nous amener des possibilités qu'on n'imagine même pas actuellement. Donc, je pense que comme on parle de relancer l'économie du Québec et relancer ces secteurs, c'est très clair, je pense, dans le domaine agroalimentaire qu'il faut s'assurer qu'on va chercher la donnée, on s'organise pour l'avoir, la donnée, puis après ça, il va falloir s'organiser, évidemment, pour comprendre ce qu'on peut faire avec. C'est très important. C'est un d'innovation très, très important. Très important. On a beaucoup parlé d'autosuffisance alimentaire. On en a parlé, le désir de... Puis ça va à plein de plans. Ça va sur le plan économique de dire on voudrait que ça crée des emplois ici, de la richesse ici. Ça facilite peut-être la traçabilité aussi. J'aimerais qu'on en parle un peu, puis peut-être en lien avec une annonce qu'on a tous vue, je pense que c'est aujourd'hui même là, que ça percolait sur ces investissements dans des grandes serres. Et c'est comme si on avait pendant très longtemps pensé que les serres, ce n'était pas nécessairement pour chez nous parce qu'il fait trop froid. Puis là, soudainement, les gens réalisent que ça fait bien du sens. L'électricité est peut-être bon marché. Il y a peut-être des bonnes raisons d'avoir ces serres-là. Est-ce qu'on s'en va vers l'autosuffisance qui passe par des très grandes serres qu'on installerait sur le territoire? Et est-ce qu'on se met à produire de la banane ici, là, la sous-question qui revient tout le temps? Là, c'est à moi oui, Muriel, vas-y, puis après ça, je reviendrai avec les autres. Oui, vas-y. Moi, je pense que je vais ramener ça à... Je vous dirais, il y a plus qu'un modèle agricole. Donc, tout ce qui est la sériculture, il y a une place pour ça. Fait que oui, on peut développer des produits qu'on ne produisait pas avant, qu'on peut produire aujourd'hui, mais il y aura toujours une place pour l'agriculture en terre aussi. Fait que oui, on peut développer, puis on a accès à de l'électricité, puis éventuellement, on parle d'économie circulaire. Est-ce qu'on peut utiliser des déchets pour produire de la chaleur ou quelque chose? Fait que oui, il y a quelque chose à faire avec ça, mais n'oublions jamais qu'il y a aussi l'agriculture en terre. Là. Ben oui, il y a du potentiel, il y a un potentiel énorme, c'est sûr. Je vais revenir à vous tous sur cette question-là. Jacques, tu voulais tout de suite rajouter quelque chose? Oui, en fait, je ne veux pas prendre de temps, mais lorsque je commençais à enseigner au HEC, une des questions pièges que je posais à mes étudiants pour voir s'ils comprenaient bien la donnée secondaire, c'était la question suivante. Quel est le pays au monde qui est le plus gros producteur de bananes? Parce que tu parlais de bananes tout à l'heure, par capita. Puis là, évidemment, tout le monde pensait au Honduras ou un pays d'Afrique. Et la réponse était, je crois encore aujourd'hui, c'était l'Islande. Parce que l'Islande produit depuis très longtemps avec les geysers, avec des serres, et ils ont une capacité de suffisance absolument incroyable. Il faut dire que l'Islande a très, très, très peu de monde, donc très peu d'individus. La chose qui est intéressante, c'est qu'effectivement, on commence à être autosuffisant dans bien des secteurs. Je ne pense pas que ce soit souhaitable qu'on soit autosuffisant, puis impossible dans tous les secteurs, parce que, on en parlera sûrement tout à l'heure, il y a des grands secteurs qui sont des gros exportateurs. Donc, forcément, on ne veut pas nécessairement être complètement en autarcie, au contraire. Mais, et je trouve que c'est vraiment le point que, Martin, je voulais nous amener là-dessus, c'est chaque fois que j'entends parler des gens qui vont jusqu'au bout de la logique de l'autosuffisance, moi, je leur dis, est-ce que vous voudriez que personne sur la planète achète de notre sirop d'érable? Parce que quelque part, moi, j'aime ça que mon produit de niche ou un de mes produits de niche là, soit consommé partout sur la planète. Puis j'ai entendu des gens qui me disaient, Michel, moi, je voudrais que le sirop d'érable soit aussi connu mondialement que la sauce soja. Puis que ça soit quelque chose que n'importe qui sur la planète connaisse. Fait que d'un point de vue de l'exportateur et des exportations, comment on voit ça? J'imagine que le mouvement d'autosuffisance, ce n'est pas qu'au Québec que cette idée-là a germé. Comment on voit ça? Non, bien, je pense que l'idée d'autosuffisance a été un peu propulsée un peu partout dans le monde, mais c'est vraiment important de voir qu'il faut choisir les secteurs important, où on est capable d'être productif, où on a vraiment une grande demande. Donc, ces entreprises-là, on ne fasse pas des produits en serre juste pour dire qu'on le fait, parce qu'il y a un marché, parce qu'on est capable de vendre et qu'on est capable de se diversifier. Je reviens à ça, mais je ne pense pas que les grandes entreprises voudraient être autosuffisantes aussi. Quand il y a une situation comme ça, on n'a pas accès au marché d'exportation. C'est important d'avoir plusieurs options. Donc, je pense que c'est très positif d'être moins dépendant des importations, de créer plus de valeur ici. Mais ça ne devrait pas se faire au détriment des marchés d'exportation. Puis si je regarde les thèmes
cette année dans les réunions, que ce soit à Solio, dans les réunions annuelles, à l'UPA aussi, c'est comment on concilie l'achat local avec l'exportation. Et je répète, mais ça permet de compter un peu sur l'exportation à travers une croissance sur le marché domestique. Ça permet de stabiliser. C'est une gestion de risque aussi qui est très importante. Donc, moi, je pense que ça va de concert. Puis, je le vois de façon très positive. Et là où ça va être, je pense, un challenge supplémentaire, c'est que oui, il y a la question de la commodité. Tu sais, on exporte du soya, peut-être pour faire de la sauce soya ou d'autres choses. Ça va bien. Mais quand on va arriver pour le challenge en dernière année d'exporter nos produits transformés avec des marques québécoises, bien là, ça va demander plus d'efforts que simplement du homard, du porc, du soya, des fruits et des légumes aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été moins travaillé cette année, qui a été plus difficile à développer, qu'il va falloir continuer de faire. Très bien, très bien. Jean-Philippe, moi, j'aimerais revenir parce que quand on parle de l'agriculture urbaine et qu'on parle d'autosuffisance, beaucoup de gens m'ont dit, Michel, on va mettre les choses clairement, là, les volumes que l'agriculture urbaine va générer ne sont pas de l'ordre de générer de l'autosuffisance. C'est beaucoup plus du produit de niche, c'est beaucoup plus du produit qui va cibler certains besoins. C'est quoi le potentiel de l'agriculture urbaine de répondre à ces besoins de la population et cette volonté de consommer local? Un peu une idée des volumes, parce que quand on parle des serres sur les toits, là, ça va en prendre des toits organisés pour produire des gros volumes. Comment on voit ça? L'annonce que vous faisiez mention, là, les serres de Mers, 15 hectares, le gouvernement du Québec souhaite doubler la superficie en serre. Muriel en a parlé. Pourquoi pas connecter sur des centres de données de serveurs pour récupérer la chaleur, prendre des rejets industriels de l'Est de Montréal pour chauffer des serres. C'est-à-dire, on ne fait pas de l'agriculture en ville comme on fait de l'agriculture en région. Puis justement, l'idée d'implanter des serres sur les toits, au sol, mais connectées à des infrastructures urbaines, ça amène un potentiel intéressant qui, avouons-le, on peut bien rêver que, puis c'est un cauchemar, que tous les ponts et les tunnels s'écroulent, puis que, combien de jours on est capable de vivre avec l'agriculture urbaine, on ne se fera pas de mensonge. Notre consommation quotidienne provient d'un peu partout à travers le monde, mais est-ce qu'il y a certaines filières qu'on pourrait se rapprocher, notamment justement le concombre, la tomate, le poivron, la salade, tout ce qui est micro-verdurette, les protéines. Oui, les champignons, on n'est pas des grands consommateurs de champignons au Québec, mais ça reste qu'il y a des filières comme celle-là qu'on peut très bien augmenter la productivité urbaine, mais dans une logique urbaine. Cela étant dit, le cégep de Victoriaville s'en vient là, à Montréal l'année prochaine pour justement un deck sur la formation des futurs agriculteurs. C'est-à-dire, il y a toute cette question-là aussi, Muriel en a parlé, de la main-d'œuvre, qui va interpréter les données de cette agriculture 4.0-là. Peut-être ça vient aussi de la ville. C'est-à-dire, oui, il y a la production alimentaire, mais il y a la production de savoir aussi. Solom, qui a fait les journaux aussi récemment, c'est une entreprise qui est située dans le Vieux-Port de Montréal, qui produit à travers de l'intelligence artificielle des lumières qui permettent de contrôler la lumière qui vient en serre. C'est-à-dire, moi, je sens que la ville a un potentiel incroyable. Puis la ville de Montréal l'a reconnu dans son plan de relance. Ils ont investi 1,3 million parce que, justement, c'est vecteur de mille et une possibilités, mais pas de celle de nourrir tous les Montréalais, Montréalaises de manière 100% autonome. Puis c'est pas ce qui est souhaité. On l'a parlé, l'exportation et autres. Parfait, parfait. Non, mais je trouve que c'est des constats importants parce qu'on va prendre des décisions collectivement, puis il faut qu'on ait la lucidité d'examiner les possibles. Et des fois, je pense qu'il y a de l'exagération. Comme jadis, il y avait des gens qui étaient complètement obtus, ça n'a pas d'avenir. Là, soudainement, j'entends des gens comme si ça va répondre à tous nos besoins. Puis je pense qu'il faut bien calibrer parce que sinon, on va être déçus et on risque de prendre des mauvaises décisions. Jacques, je vais te revenir, mais j'ai Joanne, puis je ne veux pas l'oublier, Joanne, parce qu'un des défis qu'on se pose collectivement, c'est qu'on veut un peu plus d'autosuffisance, probablement dans des filières précises. On est aussi beaucoup dans de l'achat local. On a tout le concept du panier bleu. Dans l'agroalimentaire, on avait déjà des initiatives qui visaient à identifier un peu plus le produit local, mais pour vous,
c'est quand même un gros défi qui s'en vient. C'est que le consommateur, il va vouloir savoir ça vient d'où? C'était quoi la traçabilité de ce que j'achète? Vous, là, comment vous voyez ce grand défi? Est-ce que c'est des codes barres avec des applications sur mon cellulaire? J'ai tout le pedigree de ce que j'achète. Comment ça va évoluer, ce concept du consommateur qui veut savoir qu'est-ce que j'achète, d'où ça vient, est-ce que c'est local? C'est une bonne question, puis c'est effectivement une grande préoccupation que l'on voit de plus en plus chez nos consommateurs. Ils veulent manger local, puis ils veulent savoir, quand c'est pas local, d'où ça vient. Est-ce que ça vient de Chine, du Mexique? C'est vrai que c'est une préoccupation. On a vu la demande plus tôt cette semaine de Québec solidaire. Ça va peut-être amener des réflexions. On n'en est pas encore rendu là. Mais je pense qu'effectivement, toutes les nouvelles technologies qui s'ouvrent à nous vont nous permettre de mieux renseigner le consommateur, mais c'est un devoir que l'on a. Fait que la première chose que l'on fait, c'est d'abord s'assurer que les produits locaux sont bien identifiés pour que le client puisse facilement les repérer et qu'il soit fier de les acheter. Je pense qu'on peut vraiment être fier de tout ce qu'on a à offrir ici au Québec et c'est de les mettre en valeur. On travaille très, très fort là-dessus depuis quelques années pour que ces produits-là soient facilement identifiables, reconnaissables et que le client puisse les choisir. C'est très intéressant tout ce que j'entends là, au niveau de l'agriculture urbaine, tout ça, parce que on sera peut-être plus obligé d'être aussi dépendant envers des productions qui viennent de l'extérieur, comme la fameuse tomate du Mexique. Même s'il y en a beaucoup qui sont produits au Québec, on est quand même obligé de faire des partenariats avec des productions étrangères au cas où il y aurait une sécheresse, une intempérie. Le client, il veut pouvoir manger une panoplie de produits à l'année. Donc, nous, on se doit d'être capable de lui offrir ça à l'année. C'est une des raisons, entre autres, pour lesquelles on se tourne autant vers des produits comme des pays comme le Mexique. Mais tout ça va peut-être changer la donne. Ce qui va rester peut-être comme variable, là, c'est de voir la capacité du consommateur à étirer son portefeuille. Je pense qu'il y a encore un certain déséquilibre au niveau du prix. Ça s'améliore, il se rétrécit, mais il y en a encore un. Donc, jusqu'à quel point sera-t-il capable de vraiment allouer son budget là, de façon à prioriser pratiquement 100% du temps l'achat local? Ça va être très intéressant à voir dans le futur. Merci, Joanne, de le rappeler. Puis, je vais faire un clin d'œil à mon ami Jean-Marc Léger qui disait sur le dossier de l'achat local qu'on n'est pas très prêt à étirer notre portefeuille, pas très loin, là. Je vais laisser Jacques préciser, mais dans le fond, le point, c'est si on veut favoriser de l'achat local, il faut qu'on soit compétitif et local. Jacques, tu voulais rajouter quelque chose? Effectivement, dans les deux études auxquelles j'ai eu le plaisir de collaborer sur l'achat, le panier bleu, dans le fond, l'achat local, oui, les consommateurs en sont, mais en autant que c'est à l'intérieur de 5 d'une fourchette. Pour tous les produits. Et ça, c'est important. Mais je trouve ça fascinant comme discussion parce que lorsqu'on met bout à bout ce que Joanne mentionnait, ce que M. Vermette mentionne, c'est fascinant de voir à quel point on commence à avoir un casse-tête où les morceaux tombent en place. On est effectivement de plus en plus en mesure de faire de la production urbaine, de qualité, bien sûr, de plus en plus en grande quantité. On est de moins en moins dépendant pour, entre autres, les poivrons, la laitue, tout ce qui est verdure, pour lesquels, évidemment, on est dépendant pratiquement à 95% des importations. La chose qui est intéressante, c'est que, et ça, je pense que Joanne l'a bien mentionné, ce que les détaillants veulent, eux, c'est évidemment une stabilité dans leurs approvisionnements. Ils ne veulent pas, à un moment donné, avoir des très, très, très bas prix l'été, puis après ça, être pris pour se retourner le bar, négocier un contrat sur 10 mois. Les autres, ils veulent une stabilité, puis on peut les comprendre sur 12 mois. C'est ce que les nouvelles formes d'agriculture permettent de plus en plus. Et plus on embarque là-dedans, plus on est capable, effectivement, d'arriver à un prix qui est concurrentiel. Et là, il y a des initiatives, moi, que je tiens à saluer, entre autres, cette initiative d'Hydro-Québec de permettre une agriculture à 5 sous du kilowattheure. Écoutez, du côté d'Hydro One, ils sont à 12, 13 sous. Là. C'est quand même un avantage concurrentiel que l'on a, que l'on reconnaît, puis qu'on devrait avoir le mérite, évidemment, d'exploiter. Très, très intéressant. J'aime ça quand on est en train de voir nos avantages concurrentiels puis qu'on voit comment on peut les utiliser. Muriel, vas-y. Oui, mais si je peux ajouter quelque chose, c'est que
souvent, ça n'a pas à être fait au détriment d'un autre secteur. Moi, je pense que si on peut développer davantage l'agriculture urbaine, tant mieux. Si on développe les régions aussi sur des plus grandes productions, c'est parfait. La transformation, l'exportation en même temps, je veux dire, souvent, on s'en va juste d'un côté, puis on devrait tout faire ça, mais je pense qu'il y a de la place pour tous les modèles. Puis c'est de s'en aller vers une direction commune, de cohabiter, puis les consommateurs et les entrepreneurs vont y trouver leur compte de cette façon-là. Moi, je n'aime pas l'idée que c'est en opposition. Je partage totalement ton point de vue, Martin, mais c'est en lien avec ma question que j'allais poser à Muriel, puis c'est, dans tout ce qu'on fait dans le cadre de Relançons Montréal, là, il y a un moment où on se regarde dans le blanc des yeux et on parle de la main-d'œuvre. Oui. Puis là où on se dit, là, on était en pénurie de main-d'œuvre avant. On est en pandémie, là, il y a eu du chômage pandémique, puis là, on a parlé de requalification puis là, on s'aperçoit qu'il y a des domaines là, où on est complètement en surchauffe maintenant, là, puis on va chercher du monde. Bon. Puis là, on a un secteur où non seulement on est en surchauffe, mais où on a besoin de main-d'œuvre étrangère à chaque année en grand nombre. Puis là, les gens qui nous écoutent, qui sont moins familiers, là, pas juste dans le champ, parce que les Québécois ne voudraient pas y aller, là, mais c'est dans les usines de transformation, beaucoup également. Et là, je reviens sur ton point, Martin, qui est de dire on ne devrait pas avoir à choisir. Mais si on n'a pas assez de monde pour tout faire, éventuellement, ben, ça impose des choix parce que la main-d'œuvre n'est pas là. Je veux savoir comment on voit l'évolution devant nous, l'enjeu de la main-d'œuvre. Est-ce que la solution, c'est on continue d'avoir beaucoup, beaucoup de travailleurs qu'on a à chaque année, puis on s'organise comme il faut? Est-ce que l'automatisation, numérisation vient changer ça? Les nouvelles façons de faire vont-elles réduire la pression sur la main-d'œuvre? Comment ça va évoluer? Bien, il y avait déjà un problème de main-d'œuvre avant la pandémie. Il s'est juste amplifié. Puis, il y a, oui, l'automatisation, la robotisation qui va aider beaucoup. Mais comme je disais tantôt, il y a des métiers, je vais prendre l'exemple chez Olimel, ça prend des manœuvres, ça prend des bouchées industrielles. Donc, il faut reconnaître que les métiers de première ligne, il faut qu'on reconnaisse leur importance. Il faut qu'on accepte de dire il y a des gens qui n'ont pas de qualification, mais on va les former en entreprise, leur donner des jobs. Il faut régionaliser l'immigration éventuellement. Il faut attirer les gens, puis où déplacer la transformation proche des villes, où est-ce qu'il y a la main-d'œuvre disponible. Mais il y a un potentiel énorme de valeur ajoutée à développer la filière de transformation agroalimentaire. Il y a énormément d'argent là-dedans, il y a de la valeur ajoutée. On parle, le producteur, il produit, mais si on veut bonifier son revenu, il faut prolonger les chaînes de valeur. On ne peut pas dire on va arrêter de développer parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre. Non, trouvons la main-d'œuvre pour pouvoir créer de la valeur ajoutée, créer de la richesse dans toute la chaîne de valeur, parce que ça va profiter à l'ensemble des maillons, cette richesse-là qu'on va créer. Donc, acceptons de dire qu'il y a des métiers de première ligne, là, ils sont hyper importants. Puis on va les former en usine. Présentement, chez Olimel, il manque 3000 personnes pour réaliser les investissements qu'on a faits, pour pouvoir bonifier tout ce qu'on a fait, ce qui est encore à faire. Et on a aussi l'enjeu du vieillissement de la population. On a des gens que ça fait 25-30 ans qui travaillent chez nous, mais qui arrivent à l'âge de la retraite qu'il va falloir remplacer. Donc, il faut arriver à attirer des jeunes ou des gens issus de l'immigration dans ces métiers-là. Il faut valoriser ça, absolument. Je pense on a presque la réponse à ma question suivante, mais c'est en lien aussi avec ce que Jean-Philippe disait aussi par rapport à ce que l'agriculture urbaine peut amener, puis c'est l'intéressement des jeunes et cette espèce de cursus de formation, parce on a évoqué formation d'entreprise, mais tout ce cursus de formation technique, cégep, peut-être qu'il y a des formations techniques même de niveau secondaire qui seraient intéressants. Et moi, je peux vous dire, là, j'en ai fait, puis j'en fais des forums stratégiques. J'ai mieux de l'aéronautique qui dit, Michel, moi, je vais aller dans les écoles secondaires puis primaires pour intéresser les jeunes à venir dans mon domaine, puis je vais leur faire rêver à des avions verts. Il y a d'autres domaines qui veulent aussi aller séduire ces jeunes-là. Donc, peut-être qu'on a la réponse tout de suite, mais c'est comment est-ce qu'on intéresse des jeunes vers tout le domaine alimentaire, agroalimentaire, qui est absolument essentiel pour l'humanité, c'est essentiel pour nos vies, c'est noble comme métier. Il y a un défi d'intéressement. Comment on fait ça? Est-ce que c'est l'agriculture urbaine qui fait qu'en tout cas, dans les grands centres, on peut intéresser des jeunes à se diriger vers ça? Comment on attire ces jeunes-là vers ces formations-là?
Bien, je vais répondre. Moi, je vous dirais, tout ce qui est numérique, l'analyse de données, ça va intéresser les jeunes. Mais comme je vous dis, là, du travail manuel, il y en aura encore. Mais il va y avoir toute l'automatisation, la robotique, l'analyse de données. Tu sais, on part d'une pièce, puis on se dit, c'est quoi le meilleur positionnement pour ce morceau-là? Mais ça, c'est l'analyse de données. Tu sais, tout ça est à développer, est en développement aujourd'hui, est présent aujourd'hui, présentement. Le numérique va avoir un immense potentiel dans ça aussi, là. Iriez-vous jusqu'à dire que peut-être que, puis Joanne, là, je pense à voix haute, mais qu'il y a peut-être à intéresser les jeunes en fonction de toute cette chaîne-là, parce que souvent, on découpe. Hein, on va avoir des agriculteurs qui produisent, on va avoir des usines qui transforment, on va avoir de la distribution, puis éventuellement du commerce de détail. Et quelque part, si on morcelle trop, bien, éventuellement, on fait perdre de vue à cette jeunesse l'importance de toute cette chaîne-là pour l'humanité. Comment vous voyez des interactions pour intéresser les jeunes, mais du point de vue de la distribution, du point de vue des grandes chaînes, autant que des petites boutiques? Bien, si on prend dans le domaine de l'alimentation, quand on parle de distribution, ce qui est intéressant, c'est tout l'aspect logistique et toute la recherche sur laquelle il faut se pencher pour être de plus en plus efficace. Donc, ça devient vraiment un domaine de pointe et qu'il faut vraiment valoriser parce qu'il y a tellement d'améliorations et de progrès qui pourraient se produire dans notre secteur. Et ça, oui, je pense que ça peut être très valorisant pour des jeunes de dire, je veux contribuer à ces recherches-là pour qu'on soit plus efficace, moins polluant. Ça, je pense que ça peut être très, très intéressant. C'est sûr que quand on arrive sur le plancher en magasin, c'est plus difficile. C'est plus difficile d'intéresser les jeunes. On est un emploi leur premier emploi souvent, puis ils quittent au bout d'un an. Et ça reste un gros défi. Et c'est pour ça qu'on se tourne de plus en plus vers de la robotisation. Comme je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous faites votre épicerie maintenant, les étiquettes tablettes sur lesquelles sont indiqués le prix, ce n'est plus une étiquette en papier, c'est une étiquette électronique qui fait que on n'a plus besoin d'avoir un commis qui passe dans les allées pour remplacer les étiquettes. Donc, on sauve énormément de temps, on est beaucoup plus efficace et on a moins besoin d'employés pour faire ce travail-là, qui n'est pas valorisant du tout. Là. Imaginez, vous êtes en train d'ouvrir la porte d'un congélateur, là, puis vous changez des étiquettes avec vos petites mains nues. Ce n'est pas valorisant pour eux. Donc, il faut se tourner vers des technologies comme ça qui vont faire qu'on va continuer à offrir le service. Mais la beauté de ça, c'est que la robotisation ne vient plus enlever des emplois parce qu'on est en pénurie, surtout dans l'alimentation. C'est toujours très important. Moi, je pense que dans le débat sur à la fois l'automatisation, la numérisation, éventuellement l'intelligence artificielle, on entend souvent parler de la peur, de la destruction des emplois. Mais dans le fond, si on peut utiliser les gens pour qu'ils fassent quelque chose qui est pas mal plus intéressant, puis que ce qui est automatisé, numérisé, c'est la partie qui était désagréable, qui était déshumanisante, c'est du progrès humain. On y touche à peine, mais je pense qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle de l'environnement. Et l'environnement, c'est à tous les niveaux. On peut penser, puis on va les aborder, là, on peut penser en production. Depuis toujours, la question s'est posée, comment on assure les rendements, comment on se protège de tout ce qui peut détruire les récoltes, comment on protège nos animaux. Et là, on se dit, OK, il y a des prises de conscience, comment on évolue, comment on s'assure qu'on trouve les solutions aux enjeux qu'on a. Donc, commençons avec ça, peut-être juste au niveau de la production. Comment tu vois évoluer la situation, Muriel? Bien, dans la présentation qu'on a eue au début, je pense que c'était quand même assez bien. Le numérique, les capteurs d'insectes, le géopositionnement, la cartographie, ça va nous permettre de réduire l'impact sur l'environnement parce que, c'est comme je vous disais tantôt, ça va être l'application du bon produit au bon moment, au bon endroit, puis au bon dosage. Il y a aussi tout le développement des bioproduits, là, biostimulants, c'est tout ce qui est plus biologique, l'agriculture verte, même pour l'agriculture de masse, c'est des choses qui se développent. Fait que le numérique, tout ce qui est l'ouverture, la gestion des sols, la régie des sols,
les engrais verts, ces choses-là. Moi, je pense qu'il y a un grand potentiel d'avancement. Puis vous savez, l'agriculture, elle a évolué au fil des siècles, puis elle va continuer à évoluer. Puis il n'y a pas un producteur qui veut mal faire. On est tous des gens qui croyons à notre métier, qui croyons à ce que nous faisons, puis on veut protéger notre patrimoine. Fait que les producteurs vont évoluer avec les possibilités qu'ils ont en avant d'eux. Puis le numérique va amener beaucoup de potentiel ça va être de l'agriculture quasiment chirurgicale. C'est très clair. C'est ça. C'est à la fois, dans le fond, le produit lui-même va s'améliorer ou s'améliore déjà, mais deuxièmement, c'est surtout qu'on abandonne l'épandage de masse en tout temps, puis on va être beaucoup plus ciblé. Chirurgical, c'est le bon terme. Peut-être, Joanne, quand on est toujours dans la question environnementale, l'autre question, évidemment, c'est l'emballage. Moi, chaque fois que je fais mon marché, je regarde mon bac, puis des fois, je le trouve petit, juste en imaginant là, tout ce que je vais devoir mettre dans mon bac de recyclage. Comment on voit ça de votre point de vue? J'ai vu, moi, des initiatives où les gens arrivent avec leur propre contenant, mais là, il y a peut-être des enjeux d'hygiène, des enjeux de contrôle. Comment on voit l'évolution d'un point de vue de votre organisation? Vous avez un pouvoir très, très fort pour déterminer les emballages que vous voulez mettre sur vos tablettes ou pas. Absolument. C'est un gros enjeu. C'est un des plus gros défis qu'on a en ce moment, la question du suremballage. Nous, en tant qu'entreprise, on a pris l'engagement que tous les produits, le choix du président, seraient recyclables ou réutilisables d'ici quelques années. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On explore aussi toutes sortes de nouvelles avenues, comme par exemple, on a un projet pilote à Toronto, mais qui va peut-être venir à Montréal avec une entreprise qui s'appelle Loop. Et cette entreprise-là prend des contenants réutilisables qu'elle va remplir de produits de marque nationale. Là, en ce moment, nous, on collabore avec eux, avec nos produits, le choix du président. Et pour le moment, c'est comme un système de consigne. Elle livre ces produits-là chez le client. Et puis, une fois que le client en a vidé le contenu, elle récupère le fameux contenant en question, le stérilise et le remplit à nouveau. Donc, il n'y a plus de gaspillage de déchets. Et éventuellement, mais ce qu'on voudra, c'est que ce système-là se fasse à l'épicerie même. Donc, le client va acheter ces produits-là dans ces contenants-là qui sont identifiés à l'image de chaque marque. Et après ça, quand il retourne chez lui, il l'utilise, il revient à l'épicerie, il retourne son contenant, puis il repart avec un autre. C'est des choses qu'on regarde. Il faut vraiment se tourner vers l'avenir, repenser les façons de faire si on veut aider à préserver la planète. Très bien, intéressant. Peut-être, si on regarde l'agriculture urbaine, avez-vous réfléchi à un logo qui ferait que des gens qui veulent acheter vert, mais qui veulent acheter agriculture urbaine, puissent détecter que c'est de l'agriculture urbaine? On a un projet de recherche justement au laboratoire sur les termes valorisants. Au Québec, on a les appellations contrôlées, termes valorisants, à savoir est-ce que ça crée de la valeur chez le consommateur, dans le fond, un produit en ville. L'agriculture urbaine a ses contraintes. On n'a pas le droit d'utiliser de pesticides et herbicides à la Ville de Montréal, mais a des opportunités, comme je disais tantôt, valorisation de la chaleur, récupération de l'eau de pluie et autres. C'est-à-dire l'agriculture urbaine évolue dans un milieu extrêmement complexe, mais qui l'amène justement à l'innovation. Depuis tantôt, on parle d'innovation, puis je pense qu'il est là un peu le facteur qui démarque l'agriculture urbaine. Puis peut-être que le consommateur cherche, oui, traçabilité hyper locale et autres, mais ce côté-là d'innovation, puis d'être proche des choix des consommateurs, je pense que c'est... Puis tantôt, on parlait qu'est-ce qui est valorisant ou non. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire vos semis cette année, là, mais les magasins de semences, magasins de terreau, magasins de bac, c'est tout back-order en bon français, là, au sens où les gens veulent s'approprier ça. Puis quoi de plus valorisant que de faire pousser une plante puis de réussir? Là, après ça, c'est la deuxième chose à faire, là, réussir à produire des légumes. C'est-à-dire, on l'a dit en début, là, le travail des agriculteurs pendant toute la pandémie puis l'ensemble de la chaîne de distribution, de transformation est incroyable. Puis on le remarque quand on essaye nous-mêmes d'être autoproducteurs. Là. Moi, j'habitais jadis sur le plateau Mont-Royal, puis j'avais un voisin à quelques rues qui bougonnait à chaque année, qui se faisait voler ses tomates. C'était un des premiers qui faisait de l'agriculture urbaine. Il faisait ça devant chez lui, puis il se faisait voler ses tomates. Puis l'autre fois, il me disait
Là, au moins, il y a tellement de monde qui font pousser des tomates que je ne me ferai plus voler les miennes. Fait que, donc, c'est un signe des temps. Jacques, je vais revenir à toi, mais Martin, toujours dans la logique du produit vert, moi, j'ai entendu souvent des gens dans le domaine de l'aluminium dire, nous autres, ce qu'on va essayer, c'est d'exporter sur la planète de l'aluminium vert, fait à partir d'énergie hydroélectrique, donc d'énergie renouvelable. Quand on exporte, est-ce qu'on pourrait, nous, penser qu'on développe des labels internationaux ou qu'on participe à des labels internationaux qui feront en sorte que nos produits soient considérés plus verts que les autres et donc bénéficier d'un engouement planétaire? Bien, sur un label, je ne sais pas, je pense que chaque entreprise a son histoire. Qu'on vend du porc au Japon ou des produits transformés, on raconte l'histoire et tout le suivi qui est fait côté environnemental aussi pour accompagner. Mais je pense qu'il est important dans tout ça, c'est qu'on voit que tout le monde, de la production, transformateur aussi, ont vraiment ce souci-là. On parlait tantôt de l'exemple de Loop, mais on revient au laitier du début du siècle aussi, un peu en même temps sur le concept. Donc, il y a peut-être eu une période où il y avait plus d'emballage, plus de choses, mais tout le monde est conscientisé et veut offrir un produit qui se démarque sur son empreinte environnementale. Donc, est-ce que c'est par un label commun? Je ne sais pas, mais chaque promesse de marque doit aller dans ce sens-là. Puis je pense que c'est important de le présenter. Puis ça fait qu'un produit est choisi par rapport à un autre. Donc, c'est très important. Et des fois, c'est difficile aussi de le faire. Les réalités là, d'un secteur à l'autre sont très différentes aussi. Mais s'il y a des choses qui existent où on peut adhérer, ça peut être une autre façon aussi, là. Jacques, je me disais, là, puis il nous reste peu de temps, mais je me disais que j'allais te poser la dernière question parce que tu analyses le consommateur, tu analyses le Québécois continuellement. Puis sur cette question de la transition écologique, ma question, c'est est-ce que le consommateur va être patient? Autrement dit, des fois, j'ai l'impression que les entreprises, le milieu, on dit on avance dans la bonne direction. Mais il y a du monde qui me dit attends, mais le consommateur, lui, il va vouloir que tu ailles encore plus vite. Ouais. Il va faire des choix qui vont t'amener à dire OK, je n'ai pas le temps. Faut que Comment tu vois cette évolution-là vers un milieu qui va devoir répondre à un consommateur qui est exigeant dès maintenant sur les questions environnementales? J'ai eu l'occasion cette année de faire beaucoup de sondages, beaucoup d'études justement des comportements des consommateurs. Ce ne sera pas une surprise de dire que les consommateurs et les consommatrices québécois, en 2020, étaient très, très, très sensibles à l'aspect local. Ça va demeurer. Okay? Tous les consommateurs, non. Il y a une gang qui est sensible à autre chose que le local. La priorité, ce n'est pas le local, c'est l'environnemental, c'est les 18-35. Eux autres, là, oui, local, c'est une bonne chose. Surtout, ça a un impact sur la trace carbone, mais c'est l'aspect environnemental. Et si on pense qu'on a des pressions pour produire de manière plus responsable maintenant, regardez bien ce qui s'en vient. C'est clair qu'il y a une avenue de ce côté-là. Et contrairement au local, où, je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a une sensibilité au prix d'à peu près 5 %, dans le cas de l'environnemental, si c'est bien fait et si c'est conforme, là, la marge est beaucoup plus grande. Je suis tellement content qu'on conclue là-dessus parce que c'est exactement, je pense, le signal qu'on veut se lancer. C'est on amorce une relance et dans bien des cas, on l'entend, on veut une relance verte. Puis moi, je trouve qu'il faut souvent qu'on assoie les concepts dans le réel. Et c'est quoi une relance verte? C'est probablement pour chacun d'entre nous dans cette chaîne-là d'être bien conscient que le consommateur, puis Joanne, j'imagine que c'est toi qui l'as direct, là, mais que tout le monde va être sous pression de trouver des solutions. Puis on va vouloir manger, on va vouloir bien manger, on va vouloir boire du vin, on va vouloir avoir des importations, puis on va vouloir exporter nos choses. Mais en même temps, on va vouloir qu'il y ait une conscience verte dans tout ce processus-là. Et j'ai l'impression que c'est un message extrêmement puissant pour la relance. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on a eu un bon échange. Et nous, on va travailler dans ce sens-là dans toutes nos représentations. Je pense que
on est sur la bonne voie. Merci encore une fois à vous. Merci.